Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. Bienvenue dans ce live. Le démarrage de la saison a commencé en début d'après-midi avec cette conférence de presse rocambolesque sur le site de l'OGC Nice de notre nouvel entraîneur Francesco Farioli. C'est le but aussi de cette émission de parler de notre entraîneur, de notre nouvel entraîneur avec les invités du soir. J'ai déjà l'honneur et le plaisir et le privilège d'accueillir Romain, qui fait son retour dans Ah, l'émission. J'ai hésité, je me suis dit Nico ou Romain. Allez, Romain, on respecte l'ordre des caméras. je l'aurais trop mal pris, quoi. Parce que vu l'entame, franchement, je me suis dit, il n'y a que moi. Tu vois, j'avais déjà désactivé mon micro et tout. Oh là Donc, là. Alors que le mec on était juste obligé vapotait, de. quoi, c'est incroyable. Ouais, mais tu vois, j'ai tout raballé. Non, mais ça va nickel, Pancho. Content de revenir pour. Je sais pas si on peut appeler ça une. Ouais, oui, c'est le début de la nouvelle saison, hein. Donc, Le début d'un nouveau cycle, le début d'un énième projet, hein, le huitième en 4 ans pour l'OGC Nice, mais peut-être le hmm, bon, Inch'Allah. ouais. Nico également nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Comment ça va, Nico? Ça va très bien. Et toi? Ah bah écoute, ravi de t'avoir parmi nous ce soir. On a pas mal de sujets à traiter ensemble, mais il nous fallait un spécialiste qui nous apporte voilà, des éléments un peu de langage sur notre coach. Donc j'ai le plaisir d'accueillir également Mathieu, qui est chroniqueur sur le média Golasso, donc spécialiste du foot portugais, et qui est également analyste vidéo sur Twitter pour diverses équipes de région parisienne. Et donc, tu me disais, Mathieu, que tu avais particulièrement suivi la dernière saison de Farioli à l'Alliana Sport. Donc déjà, bienvenue à toi et comment ça va? Bah, merci Pancho, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Et oui, là, c'est cette saison, la saison dernière aussi. Ok. Voilà, Farioli fait partie des entraîneurs à suivre par ses idées. Je pense que les supporters niçois sont un peu au courant, sont un peu renseignés sur ces derniers jours. Donc voilà, je pense qu'il y a de belles choses à dire et beaucoup de choses à dire sur cet entraîneur. Justement, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par ça. Déjà, son parcours. Donc, bon, forcément, si vous êtes là, c'est que vous êtes un minimum renseigné sur le personnage. Adjoint pendant 3 ans de Roberto De Zerbi, n'a pas été professionnel. C'est assez rare pour être souligné. C'est un fan de Marcelo Bielsa. Et donc, première expérience, on va dire, notable en tant qu'adjoint à l'Aliana Sport. Je vais y arriver. Numéro 1 en cours de saison à Karabougoumrouk, puis numéro 1 à l'année à la Sport qu'il a quitté fin février. Ça va être terrible, le Alanya Sport. Surtout qu'à mon avis, c'est pas du tout comme ça qu'on le prononce. Déjà, avant de parler un peu dans le détail sur la tactique, les préceptes, etc., ce sur quoi tu vas nous éclairer, Mathieu. Romain, de prime abord, le choix du coach, jeune entraîneur, 34 ans, méconnu, on va dire, du grand public. Euh, Toi, déjà, quel est ton ressenti par rapport à ce choix de Florent Ghisolfi? Alors, moi, mon premier avis, ça a été déjà qu'on fait des paris avec des joueurs. Si maintenant on se met à faire des paris avec des entraîneurs, on n'est pas on n'est pas dans la sauce. Après, j'ai lu un peu tout ce qui se disait sur cet entraîneur, donc il y a beaucoup de ressemblances dans tout ce que j'ai pu lire. J'ai écouté la conférence de presse de tout à l'heure et après, j'avoue que dans le discours, ça me plaît beaucoup. Le fait que ça soit un jeune entraîneur, ça me plaît beaucoup. Voilà, ses idées de jeu, que ça soit un choix de Ghisolfi, ça me plaît beaucoup, comme on l'avait pu le dire dans cette émission. J'avais dit, je m'en fous, moi, à la limite, je préfère ne pas avoir un Potter, mais avoir un choix de Ghisolfi, même si c'était le Brice. Mais après, c'est vrai que ouais, je mets un gros bémol sur le fait que, bah voilà, c'est un très jeune entraîneur. Pour moi, ouais, il a fait beaucoup en tant qu'entraîneur de gardien. Il a beau être avec De Zerbi et avoir vu des vidéos de Bielsa, pour moi, c'est pas ce qui va me rassurer. Et encore une fois, j'aimerais vraiment reprendre, bah voilà, cette envie d'aller à l'Alliance, voir un beau jeu, etc. J'y crois, mais je continue quand même à avoir peur et j'attends vraiment de lui à ce qu'il arrive à mettre une identité de jeu.
ce qui nous manque depuis quelques années. Mais voilà, j'ai des doutes par rapport à son expérience et voilà. Mais Hmm. peut-être qu'il va nous en dire plus, le collègue. Ben, Et voilà. ouais, bah, j'espère Mathieu que tu vas nous apporter un peu des éléments pour nous rassurer. Alors, avez-vous besoin ou non d'être rassuré? C'est là la question aussi. Nico, le plan numéro un d'OGC Nice, c'était Régis Lebris. Les négociations avec Loïc Ferry étaient compliquées, voire très compliquées après l'épisode Terem Mofi. En conférence de presse tout à l'heure, il parlait d'une prise de contact qui datait d'il y a un mois. Déjà, toi, ce choix, est-ce que tu es emballé? Est-ce que tu es rassuré? Et est-ce que tu y crois? Moi, déjà, j'arrête d'être hypé, j'arrête d'être emballé, j'arrête. Parce que je l'ai été pour Galtier, je l'ai été pour Favre, je l'ai été pour Vira, je l'ai été pour beaucoup trop d'entraîneurs et à la fin, j'ai toujours été déçu. Donc, je vais arrêter d'écouter tout ce qui se dit en façade, en communication et je vais attendre de voir un peu ce qui se passe concrètement sur le terrain pour juger. Comme l'a dit Romain, dans le discours, ça donne envie, hein. Une équipe avec un gros pressing de l'intensité qui va toujours chercher à marquer un but de plus. Les quelques vidéos qu'on peut voir sur ces équipes, bah, c'est intéressant parce que ça ressort de derrière, ça ressort propre, etc. Après, est-ce qu'il va réussir à le mettre en place à Nice, c'est autre chose. Lucien Favre était un super tacticien, il n'a pas réussi à faire passer son message, donc il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Est-ce que lui va avoir les épaules aussi pour faire passer son message auprès du groupe, après Digard qui avait vraiment la main mise sur son groupe? Enfin, je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt Hmm. pour être ou emballé ou être déçu pour moi. Mais même si je peux comprendre quand même la déception de certains quand on a un propriétaire comme Ineos, des ambitions qui étaient les nôtres il y a encore quelques mois, de se retrouver avec un entraîneur de 34 ans, quasi inexpérimenté, je peux comprendre la déception et la détresse de certains. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète non plus parce qu'Igor Tudor, par exemple, à Marseille, n'avait pas énormément d'expérience et on a vu qu'avec l'appui de sa direction, il a pu faire de très bonnes choses. Ce qui va être important, je pense, c'est de faire corps entre le directeur sportif et le coach. Et à partir de là, si on lui donne le matériel dont il a besoin, on peut être peut-être surpris positivement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va scruter ça de très près parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Justement, ces attentes, Mathieu, de ce que tu as pu voir, déjà, on note une adaptabilité tactique, pas mal de systèmes de jeu testés au cours de sa carrière. Concrètement, qu'est-ce que tu as retenu, toi, des heures passées à visionner ces équipes? Nico parlait de voilà, sortir de derrière, d'avoir une mentalité plutôt offensive. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tout d'abord que c'est pas étonnant de voir Farioli arriver enfin si on peut dire enfin, mais qui est arrivé dans un contexte compétitif plus élevé. Son nom a beaucoup circulé, au Celtic de Glasgow après le départ de d'Ange Postecoglou, au Celtic, donc club qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça a parlé de lui aussi aux Rangers à un moment, ça a parlé de lui à Braga au Portugal, qui va peut-être jouer la Ligue des Champions pour cette année. Donc on est sur un entraîneur qui intéresse pas mal de monde, voilà, la prochaine étape, aujourd'hui était selon lui, enfin, selon moi, ce qui s'est vérifié, c'est une équipe européenne ou une équipe d'un top 5, d'un championnat du top 5 européen. C'est le cas aujourd'hui avec le GC Nice, c'est un choix ambitieux. Je comprends tout à fait, hein, les potentielles réticences, vis-à-vis d'un jeune entraîneur finalement qu'on pas, dont beaucoup je pense beaucoup de supporters ont pas beaucoup de références. Mais globalement, dans le jeu, on est sur quelqu'un qui pratique quelque chose qui est extrêmement ambitieux, qui est extrêmement moderne et qui bien évidemment ne peut pas être dissocié de l'entraîneur qui est Roberto De Zerbi du côté de Brighton et de ce qu'il a fait à Sassuolo et au Shakhtar Donetsk. On est là sur 2 entraîneurs qui se connaissent puisqu'ils ont travaillé ensemble. La petite histoire, je pense que peut-être là avec les nombreuses, informations qui ont circulé, voilà, c'est soi-disant un article de Farioli sur le blog Wisecout, quand Deserbi a entraîné Foggia en série C qui a été impressionné par le détail que lui-même n'avait pas vu, de son équipe à l'époque. Donc on est sur 2 entraîneurs qui ont la même vision, qui ont une vision d'un point de vue du pressing, ça c'est vrai, de proactivité, mais surtout avec ballon, de quelque chose qui est extrêmement ambitieux, de repartir de derrière, de repartir très court, la grande spécificité, selon moi, reste dans la proximité des lignes de passe, en première phase de construction, dans le sens où finalement
peu importe les équipes qu'il a eues, parce qu'il a eu des équipes, comme tu l'as dit, le Karamgoro qui était une équipe avec certains bons joueurs, mais finalement dans un contexte compétitif de 2e partie de tableau en Turquie et on était sur une idée très ambitieuse, une idée avec bah, plus les lignes de passe sont courtes, plus, bah, c'est facile de réaliser les transmissions et grâce à ça ensuite, bah, ça a permis de faire en sorte d'avoir une équipe assez confiante avec ballon, de redoubler les passes, de redoubler de bien comprendre toujours les mouvements pour ensuite trouver ce 3e homme si cher à De Zerbi et donc à Farioli. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui pratiquent un jeu, ambitieux et très tôt, bah, on se rend compte que peu importe l'effectif, peu importe, la qualité des joueurs, ça a augmenté avec l'Alanya Sport, mais globalement, on est sur un entraîneur qui dès la première phase de construction et dès les premiers moments d'un match, va vouloir avoir son équipe très ambitieuse avec le ballon, va vouloir contrôler le match avec le ballon, va vouloir, avancer avec le ballon et a avec De Zerbi, voilà cette caractéristique en commune qu'il est plus facile finalement, même c'est plus risqué attirer, voire même de provoquer le pressing adverse et ensuite d'utiliser l'espace, qui Mmh. peut être immense dans le dos d'une défense, dans le dos de la ligne défensive adverse que, bah, potentiellement oui, s'installer dans le camp adverse, mais avoir des difficultés à surpasser un bloc bas. Certes, en transition défensive à la perte, tu vas avoir moins de chances d'encaisser une occasion, si tu perds le ballon, une occasion hyper dangereuse, mais l'idée est là, l'idée elle est sur de volonté de manipuler, de provoquer l'adversaire. Je pense que c'est aussi un bon terme, cette provocation. On voit souvent avec les équipes de Deserbi ce central que ce soit Marlon Shakhtar, Colwill, Dunk, des fois qui, avec le ballon, ne bougent pas et ils font un contrôle semelle et attendent la pression, attendent, provoquent le pressing, cherchent à provoquer l'adversaire et ensuite à trouver ce troisième homme et à repartir en attaque rapide. Parce que souvent, ces situations, on va parler de transition offensive, mais il n'y a pas de récupération du ballon. On veut finalement, on crée un sorte une simulation de transition offensive en surpassant le pressing et en cherchant cet espace dans le dos qui est sûrement une attaque rapide. Mmh. Et c'est ce qui permet ensuite de créer des opportunités, beaucoup d'opportunités. En Turquie, il y en avait beaucoup, mais après, le contexte compétitif est différent. Beaucoup d'espace, beaucoup de lignes défensives adverses qui sont assez mal organisées. Donc, tu crées beaucoup d'occasions et tu crées des occasions de forte qualité aussi. Maintenant, il y a aujourd'hui un contexte compétitif en Ligue 1 qui est bien différent, qui va lui poser bien plus de problèmes, même s'il en a vécu aussi beaucoup en Serie A avec des Zerbi. Mais aujourd'hui, c'est un grand défi pour lui. C'est aussi, pour terminer cette longue introduction, c'est aussi selon moi, une progression logique et un entraîneur qui a de l'ambition et qui est surtout, dans la pente ascendante de sa carrière, qui a tout à prouver et qui a aujourd'hui une opportunité de faire quelque chose je pense, de très bien dans un club qui a des moyens, de l'ambition. Après, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que Nice a de l'ambition chaque année et que ça se vérifie pas trop. Mais, globalement, je pense qu'il y a quand même aussi des points très positifs à ce choix et surtout le fait que ça soit un choix d'un directeur sportif et ça dans n'importe quel club, pour moi, c'est très important. Ouais, effectivement, merci pour tous ces éléments. Romain ou Nico, est-ce que vous avez peut-être une question ou des éléments à demander à Mathieu par rapport à ce qu'il a pu avancer? Bah, moi déjà, ce que je trouve de bien et de super intéressant, c'est qu'il vient avec un vrai staff. Hmm. Et je voulais savoir si, ouais, lui s'appuyait réellement sur son staff, si c'était quelque chose d'intéressant, enfin d'important, pardon, pour lui au niveau vidéo, au niveau, parce qu'on l'a entendu, je crois, pendant la conférence, dire que bah voilà, il avait tout un pôle, pas performance physique ou je sais plus trop quoi, enfin je sais plus comment il appelle ça. Et voilà, je voulais savoir si réellement il s'appuyait dessus et c'était quelque chose d'important d'avoir tout ce staff autour de lui. Globalement, je pense que ce soit Farioli ou que ce soit n'importe quel entraîneur ambitieux aujourd'hui et qui veut atteindre et qui veut atteindre et performer au haut niveau, a besoin d'une cellule d'un staff, hyper élargi aujourd'hui, que ça soit au niveau de la préparation, des entraînements, de la préparation de l'analyse vidéo, de la préparation physique, de tout ce qui va être pôle médical. Après, j'avoue que s'il y a des pôles dans un staff qui sont plus ancrés au sein d'un club, on est plus employé par le club qu'employé par l'entraîneur. C'est vrai qu'avoir autant de têtes de monde qui arrivent via lui, c'est peut-être, un peu surprenant.
Mais globalement, je pense que c'est une preuve d'ambition et même de normalité aujourd'hui au haut niveau aujourd'hui. J'ai- Non, je dis ça parce que, pardon, Hmm. je te coupe Pancho, Vas-y, vas-y. parce que dans les derniers Hmm. entraîneurs, que ça soit Galtier qui est venu avec l'autre clampin de Olésiac, et par contre, il était venu avec un. Ouais, il voulait prendre son analyste de Lille, mais je crois qu'il n'était pas venu, Le pas portugais. celui qui voulait. Ouais. Et Favre, il est venu avec Piquet-Poc, là. Et c'est vrai que ouais, voir un entraîneur débarquer avec un vrai staff, ça faisait depuis longtemps, parce que même Vieira, il était venu avec 2 ou 3 mecs. Et là, c'est vrai qu'il est. Enfin, j'ai l'impression que même Ghisolfi a donné un peu les clés du terrain à, euh, à l'italien. Je suis désolé, à chaque fois, j'écorche son nom, je ne l'ai pas encore en. Fariola? Non. Farioli. Comment Farioli. c'est? Ah, Farioli. Ouais, bah, c'est pas A et I en Italie, c'est pareil. Et donc, non, donc après, c'est bien. Je trouve que, voilà, que le mec, il arrive et qu'il ait déjà son staff, savoir comment il bosse et tout. Enfin, nous, en tout cas, à Nice, on n'a pas l'habitude de voir des entraîneurs arriver avec autant de personnes autour d'eux. Ça, moi, j'aime bien, tu vois, et qu'il y en ait qui soient mis un peu de côté comme Joria. Ça me plaît bien, tu vois. Voilà. Ouais, effectivement, et puis je pense que ça va aussi dans la dynamique et la volonté de restructuration interne, que ce soit dans le staff, dans l'organigramme, partout finalement, parce que on en parlera tout à l'heure, c'est la deuxième partie de l'émission, mais Ghisolfi a aussi parlé du groupe Elite, hein. Donc on va l'aborder parce que ce groupe Elite, il viendra remplacer au début de la saison prochaine une réserve qui est en R1. Donc si vous vous intéressez un peu au niveau, on va dire, régional du coin, euh, partout où est-ce que vous pouvez être, R1 pour une réserve de club pro, c'est terrible. C'est terrible. Mais En ça, effet. on en parlera tout à l'heure. Moi, j'avais une question, Mathieu, et ça fera peut-être aussi débat. C'est un entraîneur, effectivement, qui a un gros potentiel, qui a des préceptes, d'accord. On a lu également des articles de joueurs francophones qui avaient joué sous ses ordres, notamment un milieu de terrain ancien du Paris Saint-Germain, Lorenzo, j'ai plus le nom. Euh, Calgary, non? oui, voilà, dans un, Ouais. dans un magazine qui disait qu'il avait fait un mois avec lui et il n'avait jamais eu ce type d'entraîneur-là. Il y a une forme de contraste qui est que il a eu beaucoup d'expériences courtes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut l'expliquer par rapport au contexte du championnat turc? Ou est-ce qu'on peut l'expliquer surtout par rapport au fait que, bah, certes, il a des préceptes, certes, il fait peut-être évoluer ses joueurs et il les fait performer dans son environnement, mais peut-être que au fur et à mesure, ça s'essouffle. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, ton ressenti? Alors, mon ressenti, je pense déjà, c'est la première expérience à Karam Goro, qui était une expérience, première expérience, il a eu l'opportunité, mais dès que l'Alanya Sport l'a rappelé, parce qu'il avait été adjoint avant d'arriver à Karam Goro, je pense, bah, déjà à l'époque, c'était une opportunité d'aller dans une meilleure équipe, une équipe avec de meilleurs joueurs, et de progresser assez rapidement. Donc, euh, là, que ça soit la première expérience qui était déjà j'ai vu moins de matchs à Karam Goro, mais qui était déjà une expérience, je trouve, positive, dans le sens où, avec des joueurs assez moyens, il faut pas se le cacher, bah, on voyait déjà quand même beaucoup de choses d'un point de vue du jeu, d'un point de vue des sorties de balles, d'un point de vue de ces préceptes dont on a parlé. À la Arena Sport, c'était une opportunité, je pense, voilà, d'arriver avec de meilleurs joueurs, des joueurs beaucoup qui étaient passés au Portugal, qu'on connaissait un peu dans l'équipe de Golasso, et donc on était assez impressionné de voir certains joueurs aussi évoluer. Je pense que c'est un point qu'on pourra aborder après sur l'évolution des joueurs sous ses ordres dans quelques mois, et même à un âge très avancé. Enfin, avancé, trentaine, hein, pas 40 ans, mais trentaine d'années. S'il te Et plaît. voilà. Pardon. Et à l'Alanya Sport, déjà la deuxième saison, enfin la première qui fait comme entraîneur principal, était déjà une saison un peu plus complète. Il n'a pas commencé, mais il arrive cinquième du championnat turc. Et pour moi, c'était la meilleure version de son club, enfin de son équipe. Résultat, je me permets, Vas-y, historique. Banjo. Oui, Historique meilleur classement de l'histoire du club. de l'histoire et pour une équipe qui était
enfin, qui est l'un des plus petits budgets du championnat turc apparemment. Donc ça renforce aussi l'idée que alors il a pas fait la saison pleine parce que je crois qu'il arrive Il arrive en cours de saison. il arrive en cours de saison fin décembre, mais il fait 6-7 mois de grosses performances. Totalement. C'est même à peu près à cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser à lui, hein. C'était vraiment parce que l'équipe performait à la fois au niveau du jeu, parce qu'on était au courant, mais aussi au niveau des résultats, parce qu'il y avait des scores assez impressionnants qui étaient mis. Et l'année dernière, enfin cette saison plutôt, enfin la saison dernière, celle qui vient de se terminer, où malheureusement il part. Enfin malheureusement, parce que j'ai pas trouvé la vraie raison de son départ, hein. C'était une démission. Au bout de 23 journées, l'Alanya Sport était 10e. Il y avait énormément de changements dans l'effectif, hein. C'était voilà, une version que personnellement j'ai un peu moins appréciée. C'est vrai qu'il a changé de système, il passait avec 3 derrière avec le Waffer comme central parce que, et de passer à une ligne défensive à 5 parce que au bout des 23 journées où il s'en va, bah, c'est vrai que la Sport encaissait beaucoup de buts, 41 buts. Alors il y avait une certaine surperformance d'adversaire, mais globalement c'est une équipe qui avait du mal défensivement. Tu voyais déjà des petites choses d'un point de vue défensif qui pouvaient se corriger lors de sa première saison, qui n'a peut-être pas forcément corrigé sur la deuxième, mais globalement, on était sur une expérience, sur une deuxième expérience qui était peut-être un peu moins bien, ou peut-être voilà, qu'il y avait trop de changements d'effectifs et qu'il avait sûrement besoin d'un peu plus de temps pour mettre quelque chose en place et enfin, mettre quelque chose qui correspondait plus à la première saison en place à l'Alanya Sport. Il est parti, je te cache pas que j'ai pas la raison, Alors mais justement par rapport à ça, j'ai pu parler avec la personne qui gère la page Twitter Mercato TR, donc spécialiste on va dire du football turc. Il y a plusieurs choses. Déjà, apparemment, les dirigeants n'auraient pas trouvé que ses résultats, au moment où il était dixième, enfin, correspondaient aux attentes. C'est la ce qui première peut se raison. comprendre. La deuxième raison, ce qu'il dit dans son interview en partant, c'est qu'il devait passer une licence professionnelle en revenant en Italie. Et D'accord. l'éventualité de la troisième raison, c'est que les bons joueurs justement de son équipe n'avaient pas été remplacés. Du moins en termes de C'est qualité. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu es entraîneur, bon, et que tu as connu justement cette cinquième place, je pense que dans sa tête, il voulait au moins maintenir ce niveau de performance ou aller peut-être au-dessus et aller peut-être batailler et aller titiller les clubs d'Istanbul. Ah, c'est tout. Bah, ça s'explique après, tu vois, sur la deuxième saison, donc la saison dernière, c'est vrai qu'on avait vraiment énormément de changements et des joueurs qui venaient d'arriver. Il y avait Arnaud Louzamba qui venait d'arriver, Ahmed Hassan, Zinedine Ferrat, Runarsson au but. Enfin, c'est vraiment bah, quasiment l'entièreté de l'effectif étaient des joueurs qui venaient d'arriver l'été dernier. Et on sentait pas exactement la même, en tout cas, la même confiance et la même, comment dire? La même sérénité dans le jeu et la même qualité et le même niveau de jeu que cette équipe était capable de produire que la saison passée et c'est des raisons qui peuvent s'expliquer en effet. Donc tu es en train de dire que lorsque tu changes la moitié d'une équipe, ça ne prend pas Ouais. automatiquement. Il y a pas qu'en Turquie, à l'Alanya Sport, je pense que ça prend T'as pas. entendu Mais, ça, Ineos? heu, Nico, en tout cas, t'es... laisser du Ouais, temps. pardon. Nico, t'es de retour, ne touche rien. Tu nous entends? Mais je touche à rien depuis tout à l'heure. C'est vrai que quand je touche à rien, je me fais éjecter. Je crois que tu me veux pas dans ton émission. Oh là, non, mais non, Mmh. non, non, jamais. Est-ce que t'as pu quand même être là, enfin, entendre ce qui se disait? Est-ce que tu avais peut-être une question ou des éléments Ben, à... j'ai pas tout entendu, mais moi, la question que j'ai à poser, c'est, je sais pas si elle a été posée, du coup, on doit s'attendre à quoi en termes de système de jeu? Est-ce qu'on doit s'attendre avec des profils de joueurs, par exemple? On sait ce qui nous fait défaut, enfin, à nous depuis quelques saisons, c'est les joueurs de côté. Est-ce que Farioli a besoin de latéraux et d'ailiers assez virevoltants, rapides, capables de faire des différences en un contre un, ou est-ce qu'il a besoin de beaucoup de densité dans l'axe avec des joueurs de ballon? Enfin, à quoi on doit s'attendre sur le mercato? Quel profil de joueur il va aller chercher? Alors c'est une très bonne question parce que Pancho me l'a posé en DM, il y a quelques jours et c'était pas facile à répondre, parce que globalement, oui, si tu as des bons joueurs, je pense que l'idée de jeu passera plus vite. Ça c'est clair et net et que, c'est toujours mieux d'avoir, des centraux qui sont confortables avec le ballon, un super gardien, un gardien qui sait relancer loin aussi, c'est un point on peut parler, il y a une certaine diversité aussi dans la première phase de construction de l'équipe de Farioli. Si tu as des attaquants super bons dos au but, qui attaquent super bien à la profondeur, ça ira plus vite. Maintenant, s'il fallait définir un poste en particulier qui, selon moi, parce que des matchs que j'ai le plus vus, c'est reste une équipe qui évolue en 4-3-3, avec un 4-3-3 avec des latéraux qui forment une ligne de 4 à plat,
une construction à 4. On a beaucoup parlé de construction à 3, construction à 2, mais on a souvent dans l'équipe de Farioli une construction à 4 pour un peu étirer la première ligne offensive adverse et énormément de profondeur de la part des latéraux, de la part des ailiers, pardon. Avec un attaquant qui, si c'est un attaquant, je pense un peu aux images que j'ai de la board, un attaquant quand même un peu plus dos au but, capable de décrocher, capable même de créer ce surnombre avec les 3 milieux de terrain. Ce sera bien pour son équipe pour aller plus vite dans la compréhension de ce qu'il veut mettre en place. Mais pour moi, vraiment l'un des postes vraiment fondamental, s'il réutilise ce système, parce que c'est vrai que sur ces derniers mois avec la Liga Sport, on était sur un système en 3-4-3, 5-4-1 défensif, pour je pense voilà, essayer d'être un peu meilleur défensivement et essayer d'un peu mieux contrôler la largeur. Mais s'il repart sur le 4-3-3, les latéraux ont vraiment un rôle plus important, je trouve, que le reste des joueurs, sans offenser personne. Mais c'est vrai qu'on a en première phase de construction, cette capacité à vouloir attirer beaucoup l'adversaire via les milieux de terrain. Tu vas avoir des milieux de terrain qui vont beaucoup décrocher, qui vont beaucoup tenter d'aller chercher le ballon dans les pieds, d'aller chercher d'amener un joueur dans le dos, de créer de l'espace au milieu de terrain, mais de chercher ce troisième homme. En première phase de construction, tu as toujours un homme en plus, parce que tu utilises le gardien alors que l'adversaire ne peut pas, entre guillemets, presser avec son gardien. Donc tu as forcément un joueur en plus. Et ce joueur en plus qu'il va rechercher, c'est que ça soit son latéral. Et ça va être le central, va chercher un milieu de terrain qui va amener quelqu'un dans son dos. Et ce milieu de terrain va chercher un latéral face au jeu, avec de l'espace devant soi. Et là, ce que je veux dire, c'est que le déséquilibre, il est important à ce moment-là. Savoir est-ce que tu vas avoir un latéral qui va être assez intelligent pour trouver cette passe dans l'axe pour l'attaquant, pour un milieu de terrain qui fait l'appel. Si tu vas avoir assez un latéral qui va être capable d'attaquer l'espace par la conduite, si tu vas avoir un latéral qui va être capable de prendre la bonne décision dans ces moments-là, bah, tout de suite, tout le déséquilibre que tu as créé en amont va se transformer et ça va faire créer ces fameuses attaques rapides et cette recherche de l'espace dans le dos de la défense adverse. Donc, voilà, s'il fallait. Tout ce qu'on n'a pas, quoi. Après, je Si, t'avoue t'hésites que pas. j'ai pas assez vu le Nice cette saison et la saison dernière pour juger ça. Mais globalement, voilà, et des latéraux et des ailiers aussi qui soient plutôt performants dans la profondeur. On va pas se le cacher, c'est un c'est bien évidemment qu'on va voir des moments de redoublement de passes, de recherche de ce troisième homme et de recherche de ce décalage en attirant beaucoup la pression. Mais des fois, ce sera vraiment pas rare de voir le gardien ou un défenseur littéralement chercher l'espace dans le dos de la Mm. défense adverse s'il est déjà créé et de chercher avec les ailiers ces espaces-là d'assez loin. Et on le voit aussi très souvent dans les équipes de De Zerbi. Si on peut donner une référence, mais le but de Mitoma face à Brentford, c'est exactement ça. Tu arrives à attirer toute l'équipe de Brentford, tu arrives à attirer les centraux de Brentford qui étaient pourtant sur une défensive de 5, et Mitoma était en 1 contre 1 C'est ça. contre le latéral. Ça devait être Roerslev côté de Brentford. Et bah, quand tu as trop d'espace à défendre, même si tu es le meilleur latéral du monde défensivement, tu peux pas. Et surtout quand tu as la vitesse de Mitoma devant. Donc c'est une certaine variété qu'il faut avoir. Donc avoir un gardien, des souvenirs que j'ai de Schmeichel quand même, c'est un gardien qui a une longue distance intéressante. Maintenant, il faut avoir la précision. Euh, mais, euh, mais globalement, on est sur quelque chose d'assez varié. Et d'un point de vue des profils, s'il fallait spotter, s'il continue avec le 4-3-3, s'il fallait spotter un poste en particulier qui est vraiment important, c'est le poste de latéral. Ok. Alors, pour rester un Merci. peu dans cette veine, j'ai vu ta question, Nissar d'État, hein. On va y répondre tout à l'heure, du moins, on va essayer. Il y a Babin qui nous dit, le 6 a l'air aussi très important dans son animation. Tu parlais de Lucas Biglia à Karagümrük, notamment Mhm. au milieu de terrain. Est-ce que vraiment ce poste voilà, de milieu un peu reculé, peu importe le système de jeu adopté, le dispositif, c'est quelque chose d'inamovible qui est quelque chose de très important dans la première relance. Au milieu de terrain, c'est vrai que c'est. Enfin, tu as parlé de Biglia, c'est vrai que c'était plus le 6 à Karagümrük. Du côté de la Alanya Sport, tu avais. Voilà, il va falloir que je retrouve les noms parce qu'il y avait João Novaes, donc qui était milieu de terrain un peu plus le 8 du milieu à 3, qui
venez aussi décrocher. Enfin, les trois milieux de terrain décrochent pas mal, décrochent même beaucoup. Essayent beaucoup de venir apporter soutien, de trouver ce latéral tel le troisième homme, de potentiellement trouver le gardien ou l'autre défenseur central face au jeu. Ils vont beaucoup décrocher, essayer de beaucoup l'attirer les milieux de terrain aussi parce qu'en Turquie, tu avais quand même beaucoup d'équipes qui faisaient l'individuel sur les milieux de terrain de l'Allianz Sport. Tu vois, se poser pas de questions. C'est les joueurs créatifs entre guillemets de l'équipe. On va essayer de les conditionner au mieux. Sauf que ça crée beaucoup d'espace pour l'attaquant qui était. On a eu des Wilson Eduardo, Davidson, Hassan qui venaient décrocher et utiliser l'espace au milieu de terrain derrière le milieu de terrain adverse. Donc, oui, les trois milieux de terrain décrochent beaucoup, essaient de beaucoup l'attirer, essaient de trouver ce troisième homme pour créer ce décalage ensuite. Après, tu en as toujours un. En effet, à l'Allianz Sport, c'était Johan Weich sur la première saison, qui était un garçon qui était un peu plus le 8 et qui pouvait, lui, par contre, des fois, si l'espace se crée dans le dos du milieu de terrain adverse, être ce joueur qui va recevoir entre les lignes, qui va s'orienter, qui va ensuite créer ce décalage en surpassant par son contrôle la première phase, la première ligne, les premières lignes adverses. Donc, je te dirais pas qu'il y a qu'un seul milieu de terrain qui est important, je te dirais que les trois sont importants, pas que le 6, et que globalement, après, dans toute équipe ambitieuse dans le jeu, si tu as des milieux de terrain, si tu n'utilises pas tes milieux de terrain, je vois pas comment tu peux avoir un jeu ambitieux. Donc, oui, les milieux de terrain et le 6 de Farioli sont forcément très importants. On va répondre, la question de Nisser d'État est la suivante. Quel est son comportement sur un banc? On a vu une vidéo où il sautille partout. Est-ce qu'il est plutôt impliqué, foufou, ou est-ce qu'il est plutôt calme sur un banc de touche? Parce que c'est vrai que du peu qu'on a pu voir, il a l'air de vivre le truc pleinement. Des matchs que j'ai vus aussi, c'est la même impression que j'ai. Voilà, un peu comme des Zerbi finalement. Je pense qu'ils se connaissaient, enfin, ils se ressemblaient aussi un peu par rapport à ça. Je pense voilà, que comme beaucoup d'entraîneurs, d'autres ne vivent pas forcément les matchs de la même façon, mais lui extériorise beaucoup le ressenti de son match et ça se voit sur le banc de touche. Donc, de ce que j'ai pu voir, après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours une caméra fixée sur l'entraîneur Hmm. pendant les matchs, mais j'ai à peu près la même impression que ton auditeur. Ok. Est-ce que... Alors là, c'est plutôt adressé à Nico et Romain par rapport à Youssouf. Est-ce que vous l'imaginez plutôt défenseur? Enfin, Flo nous demande, est-ce qu'on l'imagine plutôt défenseur ou au milieu de terrain? J'ai comme l'impression que suivant le dispositif et suivant aussi le mercato, parce qu'on ne sait pas exactement ce dont l'avenir sera fait concernant JC Todibo, peut-être que Youssouf reculerait d'un cran afin peut-être d'apporter un peu plus de technique et de créativité au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est Nico, Vas-y, Romain. c'est Nico l'expert. Non, moi déjà, si tu pars avec Boudaoui en 6, pour moi, tu le sors pas, c'est du titulaire. Mhm. Là, donc à partir de là, ça enlève une place pour Youssouf. Youssouf en 8, à voir ce que ça peut donner. Il a cette capacité, je pense, à utiliser sa puissance pour se projeter. Maintenant, ce qui est bien avec ce style de joueur, c'est que je pense qu'il est bon partout. Et il t'offre cette possibilité de changer de système au cours du match, d'avoir cette flexibilité tactique. Je pense que Farioli va apprécier ça, cette polyvalence. On peut l'imaginer, on l'a vu à 3 derrière, au milieu, en 6, en 8, peu importe. Je ne sais pas comment il va l'utiliser, sincèrement. J'ai pas encore réussi à lui trouver un poste de prédilection. J- J'ai quand même l'impression, Nico et Romain, qu'il n'a jamais été aussi fort que défenseur central droit dans une défense à 3. Parce que C'est ce que j'allais justement, te dire, voilà. t'as la liberté balle au pied qu'il peut avoir dans une défense à 3, qu'il n'a pas forcément dans une défense à 2. Et au milieu de terrain, je le trouve un peu trop limité techniquement pour pouvoir Après, si réellement... tu regardes sa dernière saison en Turquie, avant d'arriver à Nice, il marque quelques buts justement parce qu'il a cette capacité à se projeter, à se retrouver dans la surface adverse. hmm. Donc, je pense que ça démontre aussi certaines qualités de projection offensive et de percussion. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. Après, franchement, je ne saurais pas te dire comment il va l'utiliser. Mais en tout Ok. cas, le poste de numéro 6, pour moi, il est bouché. C'est-à-dire que s'il n'est pas blessé, tu ne touches pas à Boudaoui, qui va pour moi être très très important à la fois dans la récupération, parce qu'il a cette capacité à répéter les efforts et à récupérer beaucoup de ballons, mais aussi dans la capacité techniquement à casser des lignes, à trouver des passes intéressantes dans l'entrejeu. Et je pense que Farioli va tomber amoureux lui aussi de ce joueur. Très bien. Mais est-ce qu'il reste, Boudaoui? Bah, commence pas à me faire stresser parce que s'il a prolongé, je pense que c'est pas pour rien pour le coup.
Todibo aussi a prolongé, hein. Todibo partira pas. Moi, je mets une pièce sur le fait qu'il part pas. Ça, on est peut-être encore trop tôt sur le mercato pour pouvoir se projeter là-dessus. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? Si vous avez des questions sur le chat pour Mathieu, c'est le moment. Je pense qu'on a fait le tour sur les dispositifs, sur le style de jeu, sur les intentions, sur, on va dire, le langage corporel, du moins de ce qu'on a pu tenter de voir, sur ses expériences. Bon, à voir. Moi, le seul doute, et je me répète, hein, que je peux avoir sur ce choix-là, euh, partant du principe qu'on repart quasiment d'une feuille blanche, c'est que il a pas eu, en tant que numéro un, une expérience de plus de... même pas une saison finalement, parce que même à l'Aliana Sport, il vient, je crois, il signe en décembre, fin décembre, Ça. et il fait 6-7 mois, bon, de haute facture, mais voilà. Alors, Babin nous pose une question, Mathieu, je pense que ce sera la dernière. Comment son équipe s'anime face à un bloc bas? Est-ce que tu as eu les cas de figure Bonne question. où... parce que là, c'est une très très bonne question Très pour le bonne coup. question. Ouais, ouais. Parce que là, pour le coup, c'était un problème aussi qu'on a rencontré avec Didier Digard. C'est les équipes qui nous attendaient bas. Parce que bon, j'ai bien compris, enfin on a bien compris, je pense, le côté, voilà, patienter, attendre qu'il y ait un pressing qui soit déclenché pour ensuite passer en phase offensive. Mais comment ça se passe dans un autre cas? C'est une très très bonne question et c'est peut-être enfin finalement la grande interrogation. Pour moi, c'est la grande interrogation, c'est notamment voilà que aujourd'hui tu vas en Ligue 1. La Ligue 1 des années 2020 est sacrément intéressante. Aujourd'hui, t'as beaucoup d'idées, beaucoup de plans de jeu, beaucoup d'entraîneurs qui analysent très bien leurs adversaires et je pense qu'il va se confronter à des animations tactiques qui seront bien plus organisées, que ce soit d'un point de vue bloc bas ou d'un point de vue du pressing. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, voilà, il y a une vraie nette différence entre la Turquie et la Ligue 1 en France. Ça, c'est net. Et qu'il y aura moins d'espace, qu'il y aura des équipes qui sont beaucoup plus cravacheuses des fois, dans le sens où voilà, j'ai vu des matchs où bon, si tu mets les deux premiers buts, t'en mets 6 à la fin parce que l'équipe adverse a déjà coulé mentalement. Je pense pas que ça arrive si facilement que ça dans un championnat du top 5. Ça arrive même rarement. Sur l'aspect du bloc bas en particulier, c'est en effet moins remarquable dans le sens où la vraie innovation, et c'est de Deserbi aussi, c'est de cette capacité à provoquer le pressing et à surpasser ce pressing par ce redoublement de passes, par ces lignes de passes très proches, par cette capacité à combiner de très rapidement pour trouver ce troisième homme et enchaîner par une attaque rapide face à un bloc bas, bah, cet espace derrière de la ligne défensive, tu l'as pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, il n'y a pas, je trouve en tout cas, d'innovation extrême, dans le sens où on va parfois complètement mettre le surnombre sur un côté, par exemple. Sur un 4-3-3, bah, tu vas peut-être avoir l'ailier, le latéral, hein, le relayeur, parfois le 9, parfois le relayeur à l'opposé qui vient s'approcher pour essayer de combiner, essayer de trouver ce décalage sur le côté. Tu as aussi encore cette idée de troisième homme, mais plus d'un point de vue très rapide, dans le sens où tu vas essayer de trouver ton Hmm. attaquant qui va mettre son relayeur face au jeu entre les lignes, mais avec dans des combinaisons ou des redoublements de passes encore plus rapides pour pouvoir simplement surpasser et surprendre l'adversaire qui laisse moins d'espace. Et donc, il faut aller beaucoup plus rapidement pour exploiter le peu d'espace qu'il peut te laisser. Et globalement, on est sur une équipe qui va avoir une circulation aussi, qui va essayer d'avoir une circulation assez rapide, d'enchaîner les redoublements de passes et pour ensuite trouver l'espace à l'opposé. Hmm. Tu vas avoir ce genre de comportement-là. Selon moi, c'est pas les comportements les plus innovants d'une équipe de Farioli. On va avoir ça, y a pas mal d'équipes le font, mais sur les peu de fois, parce que finalement en Turquie, ça a quand même eu le mauvais comportement entre guillemets de beaucoup le presser et donc de se faire avoir là-dessus. Mais quand tu mettais un bloc bas, globalement, ces équipes se sont assez bien sorties. Maintenant, voilà, le contexte compétitif est bien différent Hmm. et donc pour moi, l'interrogation, elle va être là. Parce que, par exemple, voilà, en Turquie, tu as eu beaucoup de 4-3-3, tu as eu beaucoup de construction à 4, tu as milieu de terrain à 3, tes ailiers qui proposaient la profondeur. Finalement, tu avais pas besoin d'avoir une richesse énorme dans les solutions que tu pouvais proposer. Par contre, tu vois bien avec des Deserbi, notamment aujourd'hui en Première Ligue, quand tu es dans le championnat le plus compétitif du monde, bah, finalement, l'idée est là,
mais son équipe, elle sait construire à 2, avec un milieu défensif et 2 relayeurs plus haut. Elle sait construire à 3 plus 2 milieux défensifs avec, l'attaquant et un relayeur, plus haut. Elle sait construire à 3 plus 1, enfin, elle sait construire de toutes les façons possibles ou à 4 aussi, parce que tu vas affronter des équipes qui vont changer à la fois en cours des matchs et même, entre les matchs et même pendant les matchs. Donc la Ligue 1 est pas encore aussi compétitive que la Première Ligue, mais elle va lui poser des problèmes qu'il n'a vu qu'en Serie A en étant adjoint. Et donc, en tant que numéro 1, c'est une interrogation légitime et c'est là aussi où il sera attendu selon moi. Ok, ce fut très complet. Mathieu, merci beaucoup pour ces éclairages. Nissar Leta nous dit: J'aime bien son bagage hors foot, diplôme de philo. Ça peut faire sourire, mais je trouve ça très intéressant. Le hors foot a une grosse place dans la gestion d'un effectif. Son côté cérébral peut être un bel atout. Là-dessus, je pense on est assez d'accord. Messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on va saluer Mathieu déjà pour sa venue. Un grand merci. Le compte Twitter, il est eh bien, identifié sur le compte Twitter de l'émission du Club Pancho. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu son boulot et également le boulot du média Golasso. Merci à toi Mathieu. Et Merci puis beaucoup, Nico. Merci avec, beaucoup pour l'invitation. Ouais, avec, merci. C'était avec top. plaisir. On est très optimiste à cause ou grâce à toi et on espère que ça nous portera bonheur, du moins dans un présent assez court. Voilà. Une bonne soirée à toi, je te laisse quitter la room et puis nous on va enchaîner avec Nico et Romain. Ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation encore, Pancho. Très bonne Merci. émission et très bonne saison. Merci à toi, salut, bonne continuation. Salut. Les gars, sur Farioli, on a fait le tour. Il y a eu cet après-midi une conférence de presse. Alors, on va espérer que le projet sportif mené par Farioli sera de bien meilleure facture que les, les réglages techniques. C'était déplorable, déplorable. Messieurs, par rapport à cette conférence de presse, on n'a pas appris grand chose. Il n'y a pas eu de scoop. Mais quand même, il y a eu certains éléments que j'ai notés. Notamment Jean-Pierre River qui dit texto retour aux fondamentaux lorsqu'il parle du projet sportif. Ça fait un peu grincer les dents. C'était un peu dans les tuyaux de toute manière. Voilà, moins de communication démesurée et moins de prise de parole pour plus de travail et plus on va dire, de discrétion. Du moins, c'est mon interprétation. Romain, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là sur River? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que de toute manière, on y était déjà depuis un certain temps? Est-ce que, comme tu l'as dit sur Twitter, on paye aussi peut-être les retombées du gros transfert de Mofi? Voilà. Est-ce que l'OGC Nice ne serait pas aussi en train de retenir les erreurs du passé pour aller vers un avenir un peu plus radieux? En fait, moi, quand j'ai entendu ça, j'avais une première vision. C'est que, ouais, en fait, la presse, elle s'était pas trop trompée par rapport au fait que Ineos coupait un peu les robinets. Après, quand on réfléchit bien, il parle de fair play financier. C'est pas incohérent non plus, parce que moi, j'avais fait un truc là sur Twitter, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et un space, voilà. Et où on avait parlé justement du fair play financier, où on me disait que justement, pour trouver une grosse enveloppe mercato, transfert, enfin bref, un gros budget, c'était un petit peu dur quand même. Donc, même en passant par la Galaxy Neos, etc. Donc, est-ce qu'ils ont rebroussé chemin parce que le fair play financier, ils en ont peur? C'est une possibilité, j'y crois peu. Mais après, non, moi après je trouve ça bien. De toute manière, ça sert à quoi de dire de la merde pour attiser après la frustration de tous les supporters. Donc aujourd'hui, voilà, c'est marcher un peu, voilà, un peu caché, et puis voir un petit peu où ça va nous mener. Mais par contre, après, donc j'ai eu une info, et en fait, il y a certains joueurs ils se sont demandé pourquoi il avait sorti ça.
Donc, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a 2 discours? Donc c'est pour ça que je me dis après attention, hein, il y aura pas un truc comme il était prévu, à la base, l'année dernière. Mais en tout cas, il y a certains joueurs qui ont dit, «Ouais, c'est bizarre, on comprend pas trop pourquoi il dit ça». Donc, je sais pas comment l'interpréter. Nico, toi, ton ressenti par rapport à cette déclaration de River, peut-être aussi une prise de conscience des choses qui ont été mal faites ces dernières années pour, eh bien, du moins reprendre le travail sereinement, avec toujours cette masse financière intéressante pour l'OGC Nice. Ouais, déjà, je trouve ça honorable de la part du président River de faire preuve d'humilité, d'assumer les erreurs qui ont été faites sur les dernières saisons et de retrouver ce qui a fait la force du club depuis le rachat par le président River, c'est-à-dire de la cohérence, une ligne directrice euh, préétablie et, et des pierres qui sont posées l'une après l'autre pour construire un projet cohérent. Je pense que ça fait 4-5 ans qu'on se perd un peu dans des fantasmes inatteignables. Et c'était important de retrouver cette cohérence, une certaine humilité et de retrouver aussi euh, des gens compétents capables de mener à bien un projet qui nous ressemble en fait. Et je pense qu'on a les hommes pour accompagner tout ça. Alors après, oui, on va encore parler des saisons de transition, on va encore parler de nouveaux projets qui redémarrent à zéro. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On n'a rien construit ces dernières années. On Voilà, repart à donc chaque à un fois de moment zéro, donné, donc bon. on repart à chaque fois de zéro, sauf que cette fois-ci, j'ai envie d'y croire un petit peu plus parce qu'on a des hommes compétents. Je pense notamment à Ghisolfi et à ceux qui l'entourent, parce qu'il l'a prouvé à Lens. Donc maintenant, on verra avec le temps et voir ce que ça donne. Mais moi, je trouve la déclaration de Jean-Pierre River honorable et pleine d'humilité. Bon, du coup, Après ouais. après moi, le truc qu'il y a, c'est que ce discours de River, devant les journalistes, on le connaît tous. Par contre, moi, j'ai entendu des discours de River à l'époque quand j'étais avec les 17, pardon. Et donc pour le Noël du club, etc. Et c'est un tout autre discours. Et par rapport à ce qu'on m'a dit tout à l'heure, euh, je pense que en fait, il veut retourner, ouais, comme le disait Nico, il veut retourner dans le fait que, bah voilà, il veut pas qu'on soit attendu. Il veut, voilà, ouais, vraiment, il veut avancer caché. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le transfert de Mofi nous met un petit peu dans la merde. Voilà, parce que c'était quelque chose qui était prévu, certes, mais pas avec le même budget. Et aujourd'hui, il faut faire avec, alors qu'on a un budget qui est moins conséquent que ce qui était prévu. Juste, je me trompe peut-être, mais l'histoire de la promesse de Delors, c'est Brailsford ou c'est Jean-Pierre River? C'est les deux. C'est River de base, si je ne me trompe pas. C'est River au retour de Reims dans l'avion qui lui dit voilà, t'auras ça, ça, Il ça. me semble, hein. Donc, Après, je peut-être me trompe, hein, mais moi, c'est ce que j'avais entendu. j'avais entendu ça Mais c'est aussi. pas le seul. C'est pas le seul. Gouiri, c'est Brailsford, par exemple. Enfin, il y a plein de promesses qui n'ont pas été tenues. Ghisolfi, je sais pas qui c'est qui lui a vendu le projet de concurrencer le PSG. Mais C'est ça, moi, qui me pose question aussi. C'est-à-dire que Ghisolfi, il arrive en novembre. En novembre, il y a Lucien Favre. Il a été présenté 3 4 mois auparavant avec bon, une ambition qui était affichée, à laquelle tout le monde, enfin quasi tout le monde a cru, parce qu'on avait besoin, je pense, à ce moment-là aussi d'être rassuré. Mais la réalité, c'est que, bon, peut-être que les objectifs, et sûrement que les objectifs sont les mêmes, c'est juste que dans ce qu'on va montrer, dans ce qu'on va communiquer, euh, je pense que c'est peut-être un peu plus voilà, masqué en souterrain, de tranquillement. toute façon, on le voit. Ça faisait 2-3 mercato qu'il y avait énormément de rumeurs qui sortaient sur Nice. Et là, depuis le début du mercato, des rumeurs concrètes, il n'y en a pas beaucoup parce que Ghisolfi, il, il est il est intransigeant là-dessus. Je crois qu'il fait couper les téléphones au sein du club pour ceux qui bossent autour de tout ça. Donc, il y a vraiment cette volonté un petit peu d'avancer masqué, mais sereinement. Donc, moi, personnellement, je trouve ça plutôt rassurant par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années. Bah, surtout quand tu penses que l'été dernier, tu n'avais pas de direction sportive et que tu savais pas exactement qui c'est qui pilotait l'avion, c'est rassurant de se dire que tu as des personnes qui sont là pour ça et qui sont là aussi pour te monter une équipe la plus compétitive possible. Euh,
les besoins pour le mercato, alors on parle d'éventuellement des arrivées incessamment sous peu. Là, les joueurs sont arrivés au centre aujourd'hui et demain pour une batterie de tests. L'entraînement va reprendre mercredi. Les joueurs prêtés sont revenus, Guessant, Alexis Maurice et Calvin Stengs. Mathieu nous a confirmé que les latéraux étaient un chantier ultra important pour Farioli. Ça renforce l'idée selon laquelle ça va être important. On parle de certains joueurs. Messieurs, faites partie des gens qu'on peut qualifier d'insiders dans la communauté. Je sais que vous n'aimez pas ce Je terme. déteste. Voilà, Peut-être pas. j'ai pas d'équivalent. J'ai pas d'équivalent dans mon peu de vocabulaire français. Donc, est-ce que par rapport à ça, on est sur les pistes? On a parlé de Joshua Brennett, latéral hollandais. On a parlé aussi de ce latéral tchèque dont j'ai oublié le nom, qui était pisté par Jurancek. voilà, qui est pisté aussi par Marseille, ou du moins qui était pisté par Marseille aussi un temps, il me semble. Est-ce que on est dans cette direction-là? Est-ce que ça sous-entend aussi éventuellement peut-être un départ de Lotomba à droite? Ou alors un départ d'Atal, on savait qu'il était annoncé peut-être en Arabie Saoudite. Est-ce Ah, que... j'ai une info Ah, sur Atal. breaking news. Ouais. Atal, d'après vous, il part ou il reste? Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est Le Tomba qui a demandé à partir, Atal qui reste. Mais je peux me tromper complètement. T'as dit dans le chat tout à l'heure que c'était une info bof, donc je pense qu'il part pas. C'est triste de dire ça, mais bon. Non, non, il reste. Atal, il reste. Et bon, je lâche la deuxième aussi. Et Boudaoui, non, il reste. En fait, les deux, ils restent. Voilà. Ouais, C'est- Romain, fais pas des trucs comme ça parce que là, mon cœur, c'est vraiment arrêté de battre. Et en fait, enfin, ça, je l'ai su aussi. Atal, je l'ai eu donc par, je peux pas dire par qui. Et en fait, Atal, il en veut un petit peu au service médical quand même. Et au pôle médical de l'OGC Nice. Et il dit que la réathlétisation, etc., c'est pas tout à fait. Enfin, c'est pas ça du tout, quoi. Et bah, après, il a quand même un sacré mental pour sortir ça. Mais après, c'est vrai que en termes de blessés, Nice, on a fait encore fort cette saison, quoi. Pourtant, avec des joueurs qui sont pas censés se blesser tous les 4 matins. Donc, je pense il y a un petit problème à ce niveau-là et je crois que quand même, on est plusieurs à le souligner, même avant Attal, hein, qu'à Nice, il y a énormément de blessures et de rechutes. Ouais, voilà. Les Donc, commentaires sont tristes, c'est drôle. Vraiment. Il y a Volt Libra ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on a deux membres du staff médical qui sont partis. Bah, alors, ça, peut-être que je sais pas si vous avez des infos, mais l'idée, c'est aussi une restructuration. Et Farioli nous dit dans la conférence de presse, l'intérêt aussi, c'est de développer les joueurs aussi individuellement. Donc, quand on connaît aussi les problèmes de blessures à l'OGC Nice, et qu'il va y avoir une dimension physique qui va être très importante, comme beaucoup aussi de coachs italiens. Bon, il y a peut-être une volonté aussi de step up sur cette dimension-là, parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs du championnat, s'ils sont blessés tous les 4 matins, c'est juste pas tenable, quoi. C'est vrai que Mais ça ouais, non, mais c'est suit. ça. C'est ça. Donc, moi, je sais qu'on me l'avait dit il y a un moment que le doc, il devait partir, la nutritionniste aussi. Et Joria, il devait être replacé. Mais ouais, j'espère qu'enfin, c'est pour ça que je suis content dans un sens que lui il vienne avec un staff et qu'on arrête un peu tiens, toi je te connais bien, t'es mon médecin quand j'étais petit, tiens, je te mets au club. Donc moi je suis content quand même qu'il y ait un staff un peu de l'extérieur qui arrive pour donner un souffle nouveau. Et de toute Mm. manière, c'était la volonté de Ghisolfi de remettre un peu, vu qu'on entame encore un énième cycle, mais que cette fois-ci, on l'entame réellement et en tout point. Le nouveau centre, enfin le nouveau centre,
les travaux finis dans le nouveau centre, dans le centre, pardon. Le staff et nouveau coach et voilà. Donc c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt cohérent et je me dis pourquoi pas. Tu as parlé de Juria, Romain. Il y a aussi un sujet qui a été évoqué un peu dans cette conférence de presse, c'est celui du groupe élite. Nico, Ça, c'est Nico, ça. tu nous as envoyé enfin tu nous as envoyé, tu as publié sur Twitter cette information il y a quelques jours et la place qu'aurait normalement Juria aux côtés de Digard. Est-ce que c'est toujours d'actualité sur au classement ou pas? Ah oui, complètement. C'est Digard qui va chapeauter tout ça et il sera épaulé par Joria. Je ne sais pas ce que va devenir Sablé, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est Digard qui va s'occuper de ça. Et il est d'ores et déjà au travail puisqu'il a déjà rencontré certains joueurs parce que le club prospecte énormément du coup parce qu'ils ont compris qu'il y avait un gros retard au niveau du recrutement par rapport à d'autres clubs. Et si tu voulais mettre en place ce groupe élite et que ça soit une réussite, ben, il fallait recruter. Donc le club a revu un petit peu ses méthodes de recrutement, a rencontré pas mal de jeunes qui pourraient s'inscrire dans ce projet-là, dans ce développement-là. Et Edgar est très investi là-dedans parce qu'il rencontre lui-même les joueurs, il essaie de les convaincre de venir ici. Donc c'est bien Edgar qui va s'occuper de tout ça avec Frédéric Joya. Alors, pour les personnes ne connaissant pas le groupe élite, est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi il s'agit? En fait, le groupe Elite, il va remplacer l'équipe réserve. Gisolfi en avait un peu parlé pendant la conférence de presse. Ça a été fait à Paris il y a quelques années, au PSG. C'est aussi le cas à Monaco. Il faut savoir que chez eux, c'est une réussite parce que les jeunes joueurs qu'il y a dans ces académies-là sont de très très bonne qualité, contrairement à nous. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un gros travail au niveau du recrutement. Et comme l'a dit Ghisolfi, ça va notamment permettre aux jeunes joueurs qui sont dans le groupe pro et qui n'ont pas la possibilité de jouer, ben, de jouer peut-être le lendemain parce que c'est le club qui va pouvoir programmer lui-même les dates de match. Tu vas pouvoir affronter des centres de formation dans l'Europe entière. Monaco est allé jouer à Old Trafford contre Manchester, a joué contre l'Ajax, a joué contre Salzbourg, contre Lausanne. Enfin, c'est vraiment toi qui décides un petit peu de l'organisation de ta saison en fonction des performances de chacun, en fonction de ce que tu veux mettre en place pour les aider à progresser. Euh, donc dans l'idée, moi je trouve ça super super intéressant. Ça correspond avec cette nouvelle vision du football, avec l'évolution du football. Mais par contre, ça demande beaucoup de frais déjà. Donc c'est pour ça que le club voulait être certain de l'engagement d'Ineos, parce que ça demande beaucoup d'argent, que ce soit au niveau de l'organisation, des déplacements et du recrutement. Euh, et ça demande, bah, comme je l'ai dit, bah, des joueurs qui sont au niveau. Et pour l'instant, il n'y en a pas énormément à Nice, surtout avec la grosse lessive qui a été faite cette année. Beaucoup de joueurs vont partir. Donc ça va être, enfin en tout cas, moi je trouve que ça va être super intéressant de suivre les prochaines semaines comment ça va se passer. Alors, par rapport juste Ouais. à l'éligibilité, juste une petite question au groupe élite, il n'y a pas de limite d'âge du coup? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a une limite d'âge par rapport à ça? Et il y a pas de compétition, en fait, c'est que des matchs amicaux. En fait, c'est ça, c'est des sortes de matchs amicaux. Après, tu peux rentrer dans des championnats européens. Je crois que Monaco avait fait ça à un moment donné, des genres de tournois organisés. Après, ça reste, c'est consacré aux jeunes, donc je pense que c'est jusqu'au U23, je dirais. Euh, mais, euh, mais le but, c'est vraiment euh, d'individualiser, je trouve, le travail. Hmm. Enfin, après, je ne suis pas le spécialiste du groupe élite. Hein. Je n'ai Non, non, pas suivi dans mais le de Monaco parce que c'est très compliqué d'ailleurs de suivre les matchs parce que bah, ils sont beaucoup en déplacement, etc. Mais les retours qu'il y a à chaque fois sur ces clubs-là, ils sont positifs. Donc je pense que. Et de toute façon, comme l'a dit Ghezelfi, tu ne pouvais pas te permettre d'avoir une réserve en R1, c'est pas possible. c'est surtout ça le constat. Il y a Torco qui nous dit que Kefren Turam sort du groupe élite de Monaco. Alors, je n'avais pas vent de cette Je suis pas sûr. information Je parce sais que pas si le groupe est-ce élite qu'ils était avaient en. déjà le groupe élite à l'époque où il était à Monaco? À Non, vérifier. À vérifier. non, je crois pas. Breaking news Mercato Mas que je salue nous dit l'arrière droit de Twente. Donc là, on parle de Joshua Brennett. Ce serait quasiment fait. Il devrait arriver cette semaine. On parle du joueur donc, qui a joué à Twente cette saison. 29 ans. Donc c'est assez étonnant comme style de recrutement. Du moins, ça change. Est-ce que l'un de vous peut confirmer les dires de Mas? Est-ce que vous connaissez un peu le joueur? Parce que là, on sort clairement euh, on sort clairement de ce qu'on peut connaître aussi. Je veux dire, Non.
Bah, confirmer, oui. Moi, je sais pas si Romain peut le faire aussi. Confirmer, oui. Moi, on m'a dit que c'était Non. quasiment fait et que ça allait se faire. Euh, Après, connaître le joueur, non, je le connaissais pas plus que ça. Je l'ai découvert une fois que le nom est sorti et c'est Bertignon qui m'en avait parlé parce que lui a beaucoup suivi l'Eredivisie cette saison. Mhm. Il me l'a décrit comme un joueur extrêmement intéressant offensivement, mais qui, de nature, a quelques petites lacunes défensives de par son activité offensivement. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je l'imagine plus en tant que piston. C'est pour ça que ça m'étonnait tout à l'heure quand Mathieu parlait d'une défense à 4. Mais, mais à voir, confiance, de toute façon, confiance. Alors là, apparemment, M- il Moi, ce jouait. qui. Ouais, juste j'apporte Juste. la dimension stat, Vas-y, vas-y, Romain, vas-y, parce vas-y. que là, je suis sur la page. C'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est toi le chef. Bah, merci. Respecte le fait que ce soit quand même mon émission, Romain. Merci. En même temps, on peut pas la louper, elle est à ton nom. Ouais, c'est petit, c'est petit. Si vous avez des idées de nouveaux branding, je suis preneur. Euh, Apparemment, il aurait joué dans une défense à 4. Il a joué 41 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, 10 buts, 4 passes décisives, et puis 32 matchs de championnat. Donc déjà, quelque chose d'extrêmement rassurant, c'est un latéral droit qui est apparemment, ou du moins récemment, quasiment ou très très peu blessé. Donc ça va nous changer. Eh bien, Romain, je te laisse la parole. Non, moi, ce qui m'a plu dans la conférence de presse de Ghisolfi, c'est que c'est quand il a dit que on allait vite voir le projet à quoi il allait ressembler par rapport aux recrues qu'il allait avoir. Et si on commence à taper sur des mecs de 29 ans, 26 ans, 27 ans, je pense que ça, déjà, on va voir que le projet a quand même un petit peu évolué. Et moi, je suis plus hypé apparemment maintenant, c'est banni comme mot. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Apparemment, on peut Et l'utiliser. non, franchement, je suis confiant par rapport à ça. Enfin, si ça se confirme, hein, tout ça. Mais c'est vrai qu'avoir un peu des joueurs confirmés, ça peut être qu'une bonne chose. Donc c'est pour ça que voilà, la phrase de Ghisolfi, en tout cas, j'ai hâte de voir les premières recrues et sur quoi Nice va partir. Mais pour l'instant, les premiers noms qui sortent, bon, il n'y en a pas des masses, hein, et sans faire référence au pseudo, pas mal. Oui. Mais non, mais pour l'instant, ouais, ça a l'air d'être intelligent, on va dire. Maintenant, à voir encore, c'est comme le coach, ça a l'air d'être intelligent. Mais à voir après sur le terrain ce que ça donne. Et Mas nous dit que pour David Jurasek, grosse concurrence. Donc, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour ce dossier. Euh, Messieurs, par rapport à la conférence de presse, non, plutôt par rapport à l'actualité, on parle de Mercato. Il y a eu alors, non pas une officialisation, mais c'était la tendance des dernières semaines, le départ de Casper Dolberg. Casper Dolberg Pah, arrivé à l'été 2019. quelle déception. Première, première, on va dire, figure de proue du projet Ineos. 3 saisons à l'OGC Nice, la quatrième en prêt. Un fait marquant, j'ai envie de dire, à Nice, bien sûr, ce doublé contre l'AS Monaco qui nous qualifie par chance en Europe. Un joueur au talent indéniable, talent pur indéniable, mais qui, je pense, peut-être psychologiquement, il n'a que 25 ans, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, un départ est annoncé du côté de Anderlecht entre 5 et 6 millions d'euros. C'était un joueur qui touchait quand même un sacré salaire. Je crois qu'il était aux alentours de 200-250 000 euros mensuels. Un petit mot pour Casper. Alors moi, Euh, franchement, bon courage. moi, non, moi, franchement, bah, moi, j'adorais le joueur. Donc voilà. Après, c'est vrai que les dernières saisons, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on arrive bien à vendre nos joueurs en Belgique. Parce qu'entre Ensoki et lui, c'est quand même masterclass, quoi. Parce que dans sa dernière année de contrat, le mec, il a marqué un but l'année dernière. On arrive à quand même le vendre 5+1. Donc, c'est quand même pas mal. Mais après, non, déçu de voir tant de qualité gâchée, en fait. Voilà. Donc, le mec, d'après moi, il n'a pas le mental d'un footballeur. Et d'après moi, il s'en bat les reins d'être sur un terrain de foot. Et lui, ce qu'il aime, c'est faire du skate. Donc,
Donc voilà, après, mais c'est trop con. C'est trop con quand tu vois le mec, il aurait pu tout avoir pour lui et pour être un gros numéro 9. Et puis au final, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, ouais, ça a été gros flop les dernières saisons. Mais bon, voilà. C'est, c'est mon amour à moi, mon poupon à moi, Casper. Nico, un petit mot pour Casper, voire deux si tu veux. Moi, ben, comme a dit Romain, en termes de qualité, on va pas revenir là-dessus, hein. Il a touché le bal unique, il a une intelligence de jeu remarquable, une qualité de finition de très très haut niveau. Je me rappelle que Julien Fournier avait dit que pour lui, intrinsèquement, c'était l'un des meilleurs neufs d'Europe. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait tort, parce qu'en termes de qualité pure, encore une fois, c'est le top niveau, mais c'est là où on se rend compte que le football, c'est bien plus que ça. Dans la tête, ça va pas. Alors, il a eu plein d'événements marquants à Nice qui ont gâché son aventure ici, des circonstances atténuantes, mais il n'a jamais montré une certaine résilience ou Hmm. une pré-revanchard ou une capacité à se battre. Donc, à partir de là, c'était terminé pour lui. On a vu qu'à Séville, ça s'est mal passé. En Allemagne également. Donc, on va lui souhaiter juste bonne chance. Espérer qu'il puisse rebondir. Tu l'as dit, il a que 25 ans. Donc, Hmm. il a encore le temps de se relancer et de retrouver des bonnes sensations. Et on lui souhaite parce que je pense que c'était un bon gars. Et que quand on a autant de talent, on se doit de le démontrer sur le terrain. Donc, qu'il puisse éclater en Belgique, peut-être que c'est reculer pour mieux sauter plus tard. En tout cas, on lui souhaite. Ouais, et puis ça commence à dater finalement sa dernière saison référence parce que à l'OGC Nice, il y a eu des périodes de saison où c'était pas mal. Sinon, sa dernière saison référence, je crois que c'est il y a quelques années à l'Ajax, l'année où ils font finale d'Europa League de mémoire. Donc ça commence à dater. Je crois que c'est la saison 16-17. Donc bon, à vérifier, mais on n'est pas loin. Je pense aussi pour clôturer sur Dolberg, ça intervient, du moins ces derniers instants chez nous, c'est la saison où Delors est recruté. Alors on peut penser ce qu'on veut de Delors, mais pour le coup, la saison qui nous a sorti, du moins sa seule complète, et sa deuxième partie de saison a été incroyable. Et surtout, je pense, dans le comportement, dans l'attitude, les supporters au stade arrivaient plus facilement à s'identifier à un mec comme Delors qui a peut-être, on va dire, la mentalité du Sud de manière générale et qui se défend sur un terrain, comme Laborde d'ailleurs, plutôt qu'un Dolberg qui est froid, qui est un peu mou du genou et qui était dans un tunnel. Donc bonne chance à lui et bonne continuation. Allègement quand même notable de la masse salariale, Barclay qui part, Pépé qui retourne à Londres, Dolberg qui part. Bon, pour l'instant, la sobriété continue du côté de l'OGC Nice. Donc plutôt pas mal. Messieurs, me concernant, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres éléments? Tu parlais tout à l'heure, Nico, alors je ne sais pas si on était en live ou pas, d'un milieu de terrain qui serait vraisemblablement dans le viseur de l'OGC Nice. Comme il te met dedans. Ouais, C'était en off et tout, il te met dedans. Oh là Après, là. tu peux très bien me répondre. Oh. Tu peux très bien me répondre, je ne peux rien dire par rapport à Ouais, mais ça. c'est Non, toi non, qui je t'es dirais rien. Franchement, je harcelé et dirais rien. tout. Je Oh dirais là rien du tout. là. Ouais, il t'a mis dedans, c'est pas beau, Pancho. Alors, Oh Je juste là pour dirais vous rien dire, là. je du crois tout. le dernier mec de 29 ans, parce que tout à l'heure j'avais le truc en tête, le dernier mec de 29-30 ans qu'on Change a de recruté, sujet, hein. Schneiderlin, je crois. C'était un milieu de terrain. Peut-être le retour de Morgan Schneiderlin au GC Nice. Tu voulais parler de Non, Non, Jean, mais voilà. de Donc, Jean donc Nguessan, c'était vraiment peut-être. pour dire que Nico, il a une info quoi, sur un milieu de terrain qui est sensiblement pas loin d'arriver, où on est en discussion avec lui. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez le voir. Et normalement, il la donne en privé parce qu'à nous, il nous l'a donné. et j'ai juste mon PayPal en bio. Faut m'envoyer 5 euros, je Voilà, t'envoie. c'est ça. C'est terrible. Non, mais mets la pub sur Oh Twitch. là là! D'ailleurs, je suis désolé, si vous êtes connecté sur Twitch avec de la Oui, pub, c'est oui. pas, c'est pas de ma Ouais. responsabilité, je vous assure. Ouais, Voilà, ça fait depuis 6 c'est mois que c'est comme ça, mais c'est pas de sa c'est dit, c'est responsabilité. dit, c'est dit. Il touche 17 centimes, donc il fera un don, il fera une reversion de Voilà. la cagnotte, hein. Non, moi, si je peux vous donner quelques infos, les seules infos que j'ai, c'est que, donc, comme j'avais dit, Brennet, ça c'était quasiment fait. Lotomba avait demandé à partir. En fait, Lotomba était OK pour prolonger s'il avait l'assurance qu'Atal partait, pour avoir du temps de jeu.
vu qu'Atal va pas partir, il a demandé à partir. Mais c'était déjà le cas Euh, l'été dernier ou il y a 2 ans, ça, je j'ai sais déjà, pas, je sais même plus. déjà entendu ça. Euh, Ouais. un deuxième défenseur est attendu, mais je sais pas du tout qui c'est ni à quel poste. Mais on m'a dit qu'il y avait un deuxième défenseur qui allait être fait. Ils sont toujours sur David Datro Fofana. Ghisolfi maintient les contacts. Il attendait aussi de faire valider le profil par l'entraîneur, mais il apprécie énormément le joueur depuis plusieurs saisons. Il le suivait déjà à l'époque de Lens quand il était à Molde. Le joueur veut venir à Nice, il a refusé Strasbourg, il veut refuser Lille, il veut refuser l'Union Berlin pour Nice, ce qui est quand même une performance. Euh, et après, mon petit chouchou, Jean Nguessan devrait quitter le club pour mon plus grand désarroi. Tu parlais d'un transfert et non d'un prêt cette fois-ci. Ouais, ouais, il va partir définitivement, là, normalement. Il va reprendre l'entraînement, il arrive en France mercredi, et il devrait reprendre l'entraînement cette semaine, en attendant que ça se concrétise. Mais il devrait quitter le club d'ici peu. Mais pourquoi, en fait? C'est le club qui lui fait pas confiance? C'est lui qui a Ouais, plus confiance au le club? club ne lui a pas manifesté beaucoup d'intérêt. En intérêt, hein. Et bah, lui, il a besoin de jouer pour sa progression aussi. Non, Donc, normal. voilà. Mais bon, moi, je trouve ça dommage parce que je suis persuadé, au-delà du fait que bah, je l'apprécie, que c'est un joueur avec beaucoup de talent. Et ce qui me dérange au-delà de ça, c'est qu'en fait, les prêts, souvent on fait des prêts, on prête des joueurs à droite, à gauche, mais sans aucun objectif derrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu repousses le problème et l'année d'après, tu récupères un joueur qui sort d'une saison ou d'une mauvaise saison et tu le vends ou tu le reprêtes. Il n'y a aucune cohérence, aucune logique sportive dans tout ça. Euh, Mais le partenariat avec Abidjan, il faudra m'en parler, hein, savoir s'il y a encore à quelque mm, chose. Parce que enfin, quand on parle d'Nguessan, on parle d'un des plus gros talents de Côte d'Ivoire quand même, hein. On parle pas et donc ce partenariat à quoi il sert concrètement, quoi. mais est-ce que vous avez des exemples plus ou moins récents de joueurs qu'on a prêtés, qu'on a pu valoriser dans un autre club et qu'on a récupéré pour Non, j'en ai pas. leur donner du temps de jeu? J'ai pas J'en l'impression ai pas. que on sache faire ça en fait. Ah non, il n'y a Non, pas. aucun exemple. Ben voilà. Après, Non. l'autre intérêt, c'est peut-être de valoriser le joueur, mais bon, bon, de ce que j'ai pu, Nico, tu pourras nous en dire plus sur sa saison. Il a fait plutôt une bonne saison du côté de Nîmes dans un contexte ultra compliqué par rapport aux résultats sportifs, par rapport à la situation du club et tous les problèmes qu'on, qu'on a pu constater avec leur président. Bon, à la limite, tu valorises un joueur, mais bon, Non, tu... mais tu sais, pour te dire, j'ai parlé avec plein de joueurs à Nîmes, du coup. Avec plein de joueurs à Nîmes qui étaient scotchés par ses qualités déjà. Et par son état d'esprit aussi. Il me disait, mais putain, le mec, il est prêté. Il est juste prêté. Dans 3 mois, il se barre. Et il se donne encore plus qu'un mec qui est né à Nîmes et qui, voilà, il essaie de sauver le club de la relégation. Il se donne à fond. Il était adoré par les supporters. C'était le huitième meilleur dribbleur de Ligue 2. Alors, il avait encore plein de progrès à faire, Hmm. notamment dans les kilomètres parcourus, notamment l'attitude pendant la récupération. Tactiquement, c'était encore un petit peu moyen par moment, parce qu'il n'a pas eu cette formation européenne et que bah, il n'a pas encore connu de vrais coachs qui l'ont fait progresser. Mais en termes de qualité pure, enfin, j'ai pas l'impression de m'enflammer quand je dis qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça fait 2 ans que je vois tous ces matchs, que j'analyse tous ces matchs et avec lui, que je lui envoie ses rapports, etc. Et je me dis vraiment, ce mec-là, il a sans problème sa place en Ligue 1, mais sans problème. Alors je te dis pas, il aurait pu être titulaire à Nice dès le début, etc. Mais franchement, c'est un profil super intéressant parce que techniquement, c'est super fort. Il peut jouer en 8, il peut jouer en 6, il peut jouer en 10, il peut même jouer milieu gauche. Donc, moi, au-delà du fait du joueur, ça me gêne, encore une fois, cette politique de prêt où en fait on prête un joueur, mais on ne s'appuie pas sur lui derrière et on ne lui laisse pas la chance. On devrait peut-être Contractu... laisser la chance à Claude Maurice. Peut-être la chance à Claude Maurice parce que Ghisolfi le connaît très bien, il l'avait fait venir à Lens, mais sinon, quel est l'intérêt, quoi? Ouais, effectivement. Effectivement. Messieurs, de mon côté, enfin, on a évoqué ensemble tout ce que j'ai noté sur ma petite feuille. Il semblerait que cette semaine, il y ait quand même de l'actualité, des arrivées et des départs. Ça va bouger. De toute manière, la deadline fixée par Ghisolfi et Farioli, c'est une dizaine de jours par rapport au staff, par rapport à la restructuration qui est annoncée. Sans doute aussi, alors j'ai pas les dates en tête pour le stage. Cette année, il va vouloir partir avec le groupe complet, ce qui serait peut-être historique pour l'OGC Nice. Mais bon,
En tout cas, merci à tous les deux pour votre venue dans cette émission, on va dire, spéciale Farioli et actualité Mercato. Et puis on se dit à bientôt. Merci au chat aussi d'avoir été présent et aux interactions. Et nous, eh bien, on se dit à très vite. Messieurs, bonne soirée à vous. Bonne Merci soirée, beaucoup. Pancho. Bonne Merci, soirée, Nico. Ciao, bonne soirée à ciao. tous. Merci. Et puis Sanissa. Ciao, ciao.